Bonjour. Mark Sheringham, Introduction à la philosophie esthétique. Cet ouvrage présente la succession des principaux moments de la pensée philosophique sur le beau et l'art. Le terme d'art n'a pris sa signification moderne qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est à cette époque que s'est imposée l'habitude d'identifier les arts aux beaux-arts. Le mot esthétique, sensation ou sentiment en grec, a été utilisé pour la première fois en 1750 par Baumgarten, comme titre d'un ouvrage consacré à l'analyse et à la formation du goût. Kant applique ce terme au jugement relatif au beau et au sublime. Mais depuis Platon, il y a une réflexion théorique concernant le beau et l'art. La philosophie a constamment entretenu avec l'esthétique une relation privilégiée, comme si la recherche de l'essence de la vérité conduisait inévitablement à s'approcher de la définition du beau et de l'art. À travers la détermination du concept spéculatif de l'art, l'esthétique rejoint la plus haute définition possible de l'essence de la philosophie elle-même. L'existence de l'esthétique signifie précisément que la philosophie a atteint le savoir absolu. L'idéalité platonicienne impose de concevoir l'être comme l'unité d'une forme et d'une matière. Le récit heideggerien met en évidence le lien étroit entre la réflexion philosophique sur l'art et sur le beau et la définition de l'être et de la vérité. L'esthétique philosophique trouve son fondement intime dans l'ontologie, dans la science de l'être en tant qu'être, qui est aussi la détermination de l'essence originelle de la vérité. L'histoire de l'esthétique trouve son principe premier dans l'histoire de l'ontologie et toute modification de la définition de l'être entraîne un changement dans la conception du beau et de l'art. Avec Hegel, la vérité de l'esthétique dit la mort du grand art, alors que pour Heidegger, la vérité retrouvée du grand art signifie la mort de l'esthétique. Avec Cassirer, la forme esthétique est subjective et dépend entièrement de l'activité créatrice de l'artiste. Le sens du beau et la sensibilité à la vie dynamique des formes est située en nous-mêmes. Le désir grec est unilatéral, il monte de l'imparfait au parfait, il est aspiration à la perfection. Le désir est dans son essence aspiration au beau et au bien, attirance invincible pour le parfait et l'être. Avec le Moyen-Âge, les œuvres d'art sont d'une exceptionnelle richesse d'inspiration et de forme. Le constat esthétique de la beauté et de l'ordre du monde devient la manifestation visible et la preuve accessible à tout homme de l'existence de la souveraine sagesse de Dieu. La perfection esthétique de l'être divin entraîne la négation de sa dimension éthique pure et propre. En Dieu se réalise entièrement l'union de la beauté de l'être et de la bonté de la volonté. La pensée médiévale a contribué à fixer et à renforcer le modèle de l'esthétique classique issue du platonisme. Élévation du beau au statut de propriété transcendantale de l'être, valorisation de la beauté sensible en tant que notion de l'art divin. Tout est beau parce que l'univers entier a été créé par Dieu et manifeste l'existence parfaite du Créateur. L'art est admis du moment qu'il sert la gloire de Dieu et non la vanité des hommes. La philosophie des Lumières installe le sujet au cœur de la pensée de l'être. C'est la considération du plaisir qui devient de plus en plus dominante pour comprendre l'essence de la beauté. Ce qui est nouveau, c'est de définir la beauté par la sensibilité. Avec Kant, le modèle de l'esthétique classique sera abandonné au profit du paradigme critique. Kant reformule la problématique esthétique héritée du classicisme. Dans l'édifice kantien, la beauté et l'art occupent une position déterminante. C'est grâce à l'art et la beauté que le criticisme se constitue en système.
Kant a établi que la connaissance humaine est limitée à la nature, c'est-à-dire à l'expérience sensible. Il affirme que la connaissance présuppose l'a priori, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tirée de l'expérience de l'objet, mais au contraire la précède dans ses principes. La connaissance dépend en droit du sujet transcendantal qui dicte sa loi à la nature et construit l'objet. Le beau est placé entre la nature et la liberté. Le beau peut être soit naturel, soit artistique, et Kant continue à préférer le beau naturel au beau artistique. Le sublime de Burke représente l'infériorité du sujet sensible par rapport à la nature, tandis que le beau exprime l'infériorité relative de l'objet des sens par rapport au sujet. Le problème kantien n'est plus de constituer une théorie du beau sensible, ni du beau intelligible, mais de rapporter les sentiments esthétiques à une faculté transcendantale de l'esprit. Avec Kant, le plaisir et la peine ne sont plus pensés à partir des sens, mais de façon transcendantale. Le vrai sublime jaillit de la conscience d'un conflit interne au sujet, conflit qui oppose l'imagination à la raison dans sa finalité pure de faculté de désirer. Avec Schopenhauer, l'art devient le phénomène le plus proche de l'essence de la volonté. Friedrich Nietzsche parle de l'art en tant que seule force supérieure, contraire à toute volonté de nier la vie. Heidegger établit la relation intime qui relie l'art à la vérité. Dans l'œuvre, c'est la vérité qui est à l'œuvre, écrit-il. Heidegger assigne à l'art la fonction de faire advenir la vérité de l'être. Dans l'œuvre d'art se dévoile et se protège l'être de l'étant. Les ready-made de Duchamp révéleront l'équivalence rigoureuse du n'importe quoi, en obligeant du même coup le discours romantique sur le sens de l'art à garder le silence. Merci.